Alors du coup, maintenant, nous allons passer à une autre partie qui est, on va dire, un petit peu moins connue. C'est la partie compétition. Mhm. Parce que, comme tu l'as dit, tu es champion du monde, ce qui n'est pas rien. Sans indiscrétion, tu es champion du monde de quelle année? En 2018. Voilà. 2018. Alors, C'est... je vais préciser, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc j'ai remporté enfin j'ai gagné deux médailles là-bas. Donc j'ai remporté l'or sur ce qui est un peu l'épreuve reine, c'est la plus dure. C'est la prise de notes en direct d'un discours. Donc en l'occurrence, Tony Buzan était encore vivant, c'est lui qui faisait un discours. Donc j'ai remporté l'épreuve, il y a trois épreuves, hein. Donc j'ai remporté la première de prise de notes en direct. Donc ça se passait en Chine. Donc Tony Buzan parlait, il a parlé pendant, c'était une conférence qui durait 20-30 minutes. Traduite en direct en chinois, c'est-à-dire qu'il disait deux, trois phrases, il s'arrêtait, et une traductrice chinoise qui, avec un micro, parlait en chinois dans toute la salle. Et nous, on devait capter en anglais, comme ça, avec la perturbation du chinois, donc c'était pas évident. J'ai fini deuxième sur l'épreuve de prise de notes à partir d'un texte. Donc le texte était une revue de 300 pages. Donc il faut être un peu rompu aux techniques de lecture rapide. On a 2 heures pour faire ça, hein, pour synthétiser une revue de 300 pages. Alors je précise, c'était une revue sur la photo. Il y avait quand même pas mal de photos, mais il y avait beaucoup d'articles de fond en fait. Et bien sûr, l'enjeu n'est pas de cartographier le sommaire, hein. Faut pas prendre le jury que pour des imbéciles. Donc là, j'ai fini. Donc, il faut vraiment voilà, connaître les stratégies de lecture rapide et les techniques de lecture rapide pour voir comment on aborde rapidement des gros volumes et comment on va chercher les idées importantes par rapport aux objectifs qu'on se donne. Et ensuite, comment on cartographie ça. Et la troisième épreuve, sur laquelle j'ai pas remporté de médaille, qui est la carte freestyle. C'est une carte libre sur un sujet libre. Où là, côté artistique, peut rentrer en ligne de compte. Et là, pour l'instant, les Chinois sont très forts là-dessus. Voilà. Et comme je le disais, c'est peut-être pas ma tasse de thé de faire de l'artistique pour l'instant. Ni de la compétition d'ailleurs. Je peux commencer par là si tu veux. Pourquoi je dis que je suis contre la compétition alors que j'ai été disputer les championnats du monde? Très, Oui, très, ça bonne, sera un peu étrange. très bon paradoxe. Alors la compétition, j'en ai fait énormément dans ma vie. Je disais, ma passion première, c'était les arts martiaux. J'ai eu plutôt la chance de faire partie de ceux qui arrivaient à la fin et qui gagnaient. C'est plutôt agréable. Mais je regardais à côté et il y a tous les autres que je voyais chaque année et qui s'entraînaient pareil et qui gagnaient pas, quoi. Et je trouvais ça dommage. Et des fois, je gagnais pas. Donc j'ai aussi vécu la frustration de ne pas gagner. Et je préfère vraiment la démarche coopérative à la démarche compétitive dans tous les domaines. Alors pourquoi la compétition? Pourquoi j'ai fait ça? Il y a un aspect positif général et un aspect positif particulier dans mon cas de figure. Je vais commencer par le particulier, comme ça il sera évacué. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire ça. Si jamais je fais quelque chose, c'est mon métier de la formation, hein. Et je me suis dit, bon, si je peux rapporter une médaille, pour la com, ça sera toujours bon. Et je ne me suis pas trompé. Ouais, y a eu des vrais effets, en fait, sur la com. Et en plus, je peux... ouais, si je l'ai révélé dans le TEDx que j'ai donné, je peux le dire publiquement maintenant. En plus, alors j'avais d'abord disputé les championnats de France en août, que je devais pas faire, mais c'est un ami qui les organisait, on avait un projet commun. Il m'a dit, tu veux pas venir? J'étais en vacances. Non, pas trop quoi. Mais si, viens, viens. Je dis, allez, bon, je viens, c'est à Paris. Donc en plein mois d'août. Et je me suis entraîné une semaine en fait pour les championnats de France parce que ça faisait 1 an et demi que je faisais plus de mind map et je faisais que du sketchnoting parce que je voulais vraiment progresser et monter en compétence sur le sketchnoting. Donc je faisais quasiment plus de cartes sauf pour l'analyse de besoins de mes clients comme je disais précédemment. Et donc j'ai juste vu quelles étaient les règles de notation. Donc j'ai passé une certification d'arbitre international de mind mapping pour savoir quels étaient les critères en fait. Et je me suis entraîné une semaine donc j'ai fait 5-6 cartes quoi à partir de conférences. J'ai gagné les championnats de France et pour les championnats du monde, j'ai eu un niveau d'entraînement zéro. Si la carte freestyle, je l'avais répétée, mais j'ai pas fait d'entraînement à partir de conférences et tout ça. Ma grande force, c'est que je fais de la facilitation graphique et je capte en direct. Et le plus important, c'est ça, c'est de développer l'esprit de synthèse et puis d'aller capter les mots-clés, de savoir les réorganiser correctement, de clarifier en fait. Et j'ai gagné parce que voilà, je fais ça très souvent. Et après, je m'étais entraîné juste sur les attendus, en respectant bien les règles. Donc voilà pour les compétitions. Alors, donc là, j'ai défini les trois disciplines du mind mapping. Le bénéfice particulier, le bénéfice général maintenant, l'avantage général de participer à une compétition. Alors pas forcément les championnats du monde, mais les championnats de France déjà, ça peut être sympa. C'est que ça met un défi, ça peut être une compétition par rapport à soi-même déjà. Et se dire, telle date, je dois maîtriser la carte mentale et notamment s'entraîner sur l'épreuve de prise de notes en direct. Ça vous ouvre plein de possibilités dans la vie de tous les jours après. D'être beaucoup plus efficace en traitement de l'information. Et c'est un vrai beau défi à relever dans ce sens-là. Plutôt de voir une deadline, de monter en compétences. Puis le résultat, il sera ce qu'il sera, mais voilà, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. On est entre geeks, c'est un peu comme les championnats de mémoire. Je pense, voilà. Exactement.
On est un C'est peu entre, on n'est pas autiste, mais à la frontière, hein. ouais, c'est vrai qu'en général, dès qu'on parle de ça, les gens nous regardent bizarrement, quoi. Genre, Ouais. ah non, c'est ça que tu kiffes, pourquoi pas? Et voilà, l'intérêt, c'est de vraiment se mettre un défi. Et le fait d'avoir un défi, c'est un vrai moteur pour passer à l'action. Alors, il existe du coup des championnats de France et comment y participer et quelle sera la prochaine édition? Pour les prochaines dates, que les gens me contactent. J'ai plus les dates. Ça sera soit cet été, je pense que ça sera courant de l'été, printemps ou été, je pense. D'accord. Puisque les championnats du monde, ça a lieu en fin d'année. Et si ça intéresse, je vais monter une équipe, moi, de 10-15 personnes pour participer au championnat de France. Voilà. Le but, c'est pas d'aller chercher des médailles ou des choses comme ça. Si ça se fait, tant mieux pour vous. Le but, c'est de vivre une vraie expérience et de monter en compétence sur la carte mentale. De vraiment devenir bon dans ses besoins pour utiliser la carte mentale. Alors, maintenant, une autre question, enfin, la dernière qui portera sur la compétition. Quel est, on va dire, si tu en as un, quel est ton secret? Quel a été ton secret, voilà, qui t'a permis de devenir champion du monde, selon toi? Eh ben, je l'ai déjà donné, sans le verbaliser de façon très explicite. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, mon secret, entre guillemets, c'est que j'ai fait de la pensée visuelle une seconde nature. Voilà, donc je pratique tous les jours. Et sur iPad, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire sur YouTube ou les illustrations que je mets sur mes articles. Là, sur les derniers, c'est comme ça. Donc, et le fait d'avoir cet automatisme, quand on se met dans un état particulier que j'appelle l'écoute active, pour faire une prise de note visuelle, on est dans un état de conscience modifié léger en fait. Il y a une espèce d'état de calme et c'est beaucoup plus facile d'aller détecter les mots-clés. Et c'est comme si ça devenait une évidence et comment ils se reliaient entre eux. Et j'ai plus qu'à les relier ensuite sur la carte. Je dis pas que c'est venu tout de suite, hein, mais en quelques semaines ça vient ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment en fait un mécanisme inconscient. Le fait de s'entraîner, alors pour toi c'était de façon, on va dire, plutôt consciente. Comme tu dis, le fait de l'utiliser tous les jours, bah en fait c'est ça le vrai secret. C'est pas de l'utiliser pour se dire il faut que je m'entraîne, c'est de l'utiliser pour se dire genre ça fait partie de moi, j'en ai besoin pour mon quotidien. Tout à fait, c'est ça. Ah, voilà, Ça devient une seconde nature en fait. exactement. Maintenant on va passer à la dernière partie. Alors là qui est un peu plus personnelle, c'est ben, tout ce qui est sur la partie professionnelle. Pourquoi as-tu décidé de devenir formateur en mind mapping, enfin en technique, on va dire en technique de pensée visuelle? Ça, c'est une bonne question. On la pose pas souvent d'ailleurs. Ah, Alors, c'est quand même quelque chose de commun. ouais, alors pourquoi ça s'est fait de fil en aiguille. J'avais pas vocation à faire ça. J'ai un parcours pas décousu, mais qui n'aurait pas dû m'amener là. Hein. J'ai fait des études courtes. J'ai fait un BTS parce que je pouvais vraiment plus aller à l'école. Ouais, Je l'avais vraiment en grippe. Et je me souviens, hein, quand j'ai fini mes études, j'ai dit plus jamais je retournerai à l'école. Plus jamais, c'est plus possible. Et il faut jamais dire jamais dans la vie. Parce que 15 ans après, j'y retournais. Mais ce coup-ci, c'était moi qui allais former les profs. C'était assez marrant. Dans des collèges et dans des lycées. Voilà. Je formais les profs sur la mémoire et sur le mind mapping, tu vois. Donc c'était très, très amusant. Donc comment j'y suis venu? J'ai découvert, je te dis, en 2008, l'existence de ces techniques. Je les ai vraiment pratiquées en 2010. Et puis en 2011, j'ai décidé un peu ce que tu fais, hein, de créer un blog pour partager ça. Donc je partageais vraiment, ça s'appelait Apprendre vite et bien, qui est devenu Cyril-met maintenant, .com. Ça s'appelait Apprendre vite et bien parce que c'était vraiment centré sur les techniques d'apprentissage. Et c'était lecture rapide, mémoire et mind mapping. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me motivait le plus, c'était vraiment la gestion de l'information, la pensée visuelle. Et que gérer l'information, il y a l'application à prendre, mais il y a plein d'autres choses aussi à faire. Donc c'est pour ça que je suis sorti du cadre strict de l'apprentissage, sur le nom en tout cas. Même si le nom apparaît toujours dans la bannière de mon site. Donc j'ai créé ce site en 2011, je faisais des résumés de livres et je disais ce que je pratiquais, quoi. C'était plutôt un blog personnel de partage. C'était l'époque, il y avait le DIF, pour ceux qui ont connu la grande époque du DIF dans le monde de l'entreprise. Le droit individuel à la formation, on pouvait tout faire avec. Donc j'ai usé, abusé, j'ai fait des formations en lecture rapide, en facilitation graphique, etc. En mind mapping, beaucoup aussi. Et puis j'ai des amis qui m'ont demandé, mais tu pourrais pas nous former, montrer comment on fait, quoi. Et du coup, j'ai construit un module de formation d'une journée, comme ça. Et les gens étaient satisfaits, mais moi pas trop, parce que j'avais vu des formateurs. Formateur, c'est un métier, hein, on ne s'imagine pas. C'est pas parce qu'on est bon dans un domaine qu'on est bon formateur. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les arts martiaux. Quelqu'un qui est doué, c'est pas forcément quelqu'un qui va être un bon enseignant. Parce que dans les étapes d'apprentissage, on commence au stade de l'incompétence inconsciente. En résumé, je ne sais pas que je ne sais pas, et tout va bien.
J'ignore qu'il y a quelque chose à savoir, quoi. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience et on passe au deuxième palier qui est je sais que je ne sais pas. C'est l'incompétence consciente. Je sais maintenant qu'il manque quelque chose. Ça peut être douloureux parfois, ça dépend comment se fait cette prise de conscience. Et ensuite, on se met vraiment à apprendre, à étudier et on va passer dans la phase d'apprentissage de la compétence consciente. Où là, il faut de la ressource attentionnelle pour mettre en œuvre cette compétence. Donc si je reprends le mind mapping par exemple, il y a 1 heure ou 1 heure et demie avant de regarder la vidéo, vous ne saviez même pas que ça existait peut-être. Vous regardez la vidéo, vous savez que ça existait. Donc avant vous étiez dans le stade de l'incompétence inconsciente, vous ignorez que ça existait. Là vous êtes en train de passer dans le stade de l'incompétence consciente, vous savez que ça existait et vous savez que vous ne savez pas le faire et vous sentez que vous en avez le besoin. Si vous voulez aller plus loin, vous allez passer dans le stade de la compétence consciente, vous allez venir vous former, ensuite vous allez pratiquer par vous-même, et vous allez mettre pas mal de ressources attentionnelles au départ, vous allez vous concentrer pour respecter les règles et tout ça, et de fil en aiguille, vous allez créer de plus en plus d'automatismes. Et il y aura de moins en moins besoin de la conscience pour mettre en œuvre la compétence. Et on passe au niveau d'expertise, de la maîtrise, qui est la compétence inconsciente, où on fait les choses sans réfléchir à tout ce que l'on fait. Il y a plein de mécanismes cognitifs qui se sont mis en place pour que la compétence s'en mette en œuvre. Et donc pour être un bon formateur, il faut être capable de redescendre d'un étage, pour amener les gens au même niveau que nous, voire nous dépasser. Et j'ai la chance, on parlait de compétition par exemple, j'ai une formation en 2e niveau, hein, vraiment de préparation pour ceux qui veulent venir au championnat, où on s'entraîne de façon spécifique sur les épreuves. Donc c'est du drill, c'est super intéressant pour monter vraiment en compétence, qu'on aille ou pas faire les championnats d'ailleurs. Hein. Et j'ai eu la chance, sur les personnes, j'ai eu le champion de France actuel et puis une autre personne qui a fini 3e, voilà. Donc voilà, donc ces premières formations, c'était vraiment du bricolage. Du coup, j'ai été vraiment me former, passer des certifications à l'enseignement du mind mapping et j'ai fini par tourner quasiment 1 an en formation pour passer un diplôme de formateur, voilà. Formateur professionnel pour adultes, donc j'ai quitté mon travail, j'étais salarié à l'époque, pendant 1 an pour faire ça, puis ensuite j'ai complètement quitté le salariat. Voilà, maintenant ça va faire 3 ans que je suis indépendant à 100%. J'ai une autre question, j'avais peur que tu l'abordes un peu trop, c'était justement quelles sont les principales qualités d'un bon formateur? Ah, c'est intéressant comme question. La première chose, c'est que le formateur est le premier formé. Avant de vouloir, parce que je vois des gens qui viennent en formation mind mapping, ils ont un niveau 0. Oui, je vais faire comme toi, je vais enseigner le mind mapping. Je dis oui, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu sais faire des cartes que tu vas être capable de l'enseigner. La première étape, c'est d'abord de se former et d'être un vrai praticien. Une fois qu'on pratique ce que l'on fait, le mind mapping ou n'importe quoi d'autre, hein, la mémoire ou le domaine de compétences qui nous plaît, et qu'on a envie de partager, avant de vouloir partager, devenir un expert déjà. On peut former de façon, et c'est même conseillé, hein, l'apprentissage par le tutorat par exemple, on peut s'enseigner entre pairs, entre guillemets, un même niveau de compétence, mais pour devenir un formateur professionnel d'adulte, dans professionnel il y a professionnel, c'est-à-dire pour moi il y a un niveau d'expertise à la fois dans le domaine de compétences et dans le domaine de la formation. Donc ça c'est la première chose. Ensuite dans le domaine de la formation, c'est de savoir de quoi on parle, être capable de construire une action de formation, de poser un objectif pédagogique, de construire une formation qui en découle. Enfin voilà, c'est facile d'en mettre plein la vue à des gens. Je fais ça en conférence mémoire et pensée visuelle par exemple. En conférence c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire que les gens vont monter en compétence. Et si on est très bon, il faut voir comment amener les gens aussi à être très bons. Donc descendre d'un étage et voir quels sont les leviers par lesquels on peut faire passer les gens pour les faire monter en compétence.